Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette table ronde. Alors, cette année, cet été, le handicap physique a été particulièrement rendu visible à travers les Jeux paralympiques à Paris 2024. En la France, on s'est classé 8e au classement général avec pas moins de 75 médailles, dont 19 médailles d'or. Donc, nos athlètes français se sont particulièrement illustrés. Donc notamment dans des disciplines telles que la boccia, le cécifoot ou encore le ski fauteuil. Alors, le handicap physique, de quoi parlons-nous? Eh bien, selon l'Organisation mondiale de la santé, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération, qu'elle soit substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions, qu'elles soient physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou encore psychiques, s'il peut s'agir d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Alors, en France, en 2021, les études ont rapporté que près de 15% de la population répondrait à la définition donc, de l'OMS, qui représente près de 8 millions de Français âgés de 15 ans et plus, donc c'est assez conséquent. Et là, on fait le constat que dans nos structures françaises de sport, seulement 1,4% des clubs peuvent accueillir des personnes dans cette situation. C'est relativement. Nous nous retrouvons aujourd'hui justement donc, pour échanger au sujet de la santé mentale, du mouvement, dans le contexte du handicap physique. Donc, avant de commencer, je tenais à vous remercier, Céline Richer, Carina Lopez et Elodie Salperric, d'avoir répondu favorablement à cette invitation et donc, de venir partager votre expérience et votre expertise. Si vous le voulez bien, je vous invite chacun à vous présenter. Céline? Donc, je suis Thierry Richer, je suis ancien moteur cérébral. Ça veut dire que je suis un très grand prématuré, je suis né à 6 mois. Catharina Lopez, je suis donc psychologue. J'interviens à la fois dans le médico-social, particulièrement en ESA, donc l'établissement d'aide par le travail, qui accueille des personnes en situation de handicap. Et en parallèle, j'accompagne également des sportifs de tout niveau, que ce soit loisirs, mais également à haut niveau dans leur sport. Et du coup, Elodie Salperwick, je suis enseignante en activité physique adaptée. Je travaille actuellement à l'association Bouge pour mon moral. On accompagne des personnes en souffrance psychique. Et du coup, dans le métier d'enseignant APA, quel enseignant APA, intervient auprès du public en situation de handicap ou qui souffre de maladies chroniques. Merci pour cette présentation. Donc, on va commencer par le premier thème, celui de la santé mentale. Alors, toujours selon l'OMS, la santé mentale est décrite comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Alors, ça, c'est une définition donc, qui a été proposée par l'Organisation mondiale de la santé. Je voudrais savoir, vous, maintenant, comment vous définiriez ce thème du santé mentale? Alors, de mon point de vue, au niveau professionnel aussi, santé mentale, forcément, on reprend la notion de la définition de classe. Il y a cette notion d'intégration sociale, de se retrouver dans un groupe, de s'épanouir dans un groupe. Il y a cette notion aussi vraiment de gestion du stress, notamment à travers le sport, qui est du coup ma spécialité, mais voilà, savoir gérer son stress, pratiquer avec d'autres personnes, être vraiment dans une bulle de bien-être. La notion de bien-être est très importante. La notion de bien-être au niveau psychologique, au niveau social, comme tu disais, dans l'expression de ses émotions, la gestion de ses émotions,
social, c'est être avec l'autre, rentrer en contact, lui établir un contact. C'est également la possibilité de pouvoir s'exprimer, finalement, librement, d'avoir une capacité finalement de raisonnement. C'est ce qui peut englober finalement moi, tout ce qui peut être autour de ce terme santé mentale. On va rapporter la notion vraiment du lien qu'on retrouve peut-être trop peu dans la définition de l'OMS, c'est finalement intéressant. On aura l'occasion d'en revenir par la suite. L'importance finalement des liens qu'on va tisser, donc on va être soutenant. Ensuite, la notion de gestion. Dans la définition, c'est peut-être savoir gérer des difficultés, mais comment c'est là que peut-être finalement d'explorer. C'est lui parce que vous devez ajouter quelque chose là. En fait, souvent, les handicaps mentaux, ils aiment bien rester entre eux. Ils ont du mal à s'ouvrir vers l'extérieur. Ils aiment bien rester entre eux. Comme ils ont le même handicap, ils se sentent plus à l'aise pour parler. Prenez l'exemple du handicap mental. Est-ce que dans le handicap physique, on va retrouver le même intérêt pour les personnes? Alors, l'handicap physique, tout dépend du degré d'atteinte. Parce qu'au niveau du cerveau, il y en a qui vont pouvoir aller vers les autres et d'autres qui vont vouloir rester entre eux. Il y a un pourcentage qui veulent s'ouvrir au monde, entre guillemets, valide, et d'autres qui veulent rester entre eux. Donc, on trouve cette notion finalement de lien, mais vraiment au cas par cas, en fonction des préférences de chacun, de leurs possibilités. Voilà. Et de leur facilité à s'exprimer. Parce que souvent, les personnes qui aiment parler entre eux, souvent ils se comprennent. Et que quand c'est des personnes valides, ils ont du mal à les voir et s'exprimer devant eux. C'est très intéressant, merci. Et pour revenir vraiment au thème de la santé mentale pour le coup, qu'est-ce que cela représente? Comment vous le définissez? Le mental, ben, ça a un effet, comment, un équilibre pour s'ouvrir entre eux et tout ça. Je remets toujours la même chose en avant parce que je vois la différence entre différentes populations que je côtoie dans mon club. Donc, est-ce que finalement, on pourrait résumer au fait de la santé mentale, ce sera un état d'équilibre où on va pouvoir être en lien avec des personnes qui vont pouvoir nous comprendre dans notre situation, dans les idées qu'on exprime? Il faut essayer d'avoir une facilité à pouvoir entrer dans le cerveau de la personne qui a un trouble psychique ou mental. Donc, il faut beaucoup parler avec eux pour les mettre en confiance. C'est mon point de vue. C'est très intéressant et d'ailleurs, c'est très bien qu'on se retrouve aujourd'hui justement pour pouvoir en parler et peut-être émerger davantage de tolérance. Alors, on vient de le voir tous ensemble. Comment finalement on pourrait étoffer la définition de l'OMS concernant la santé mentale. À présent, je vais me concentrer davantage au deuxième thème de cette journée, de cette semaine d'information sur la santé mentale, qui est le mouvement. Qu'est-ce que cela vous évoquerait, cette notion de mouvement? Le mouvement, ben, ça permet de faire des choses avec nos bras et tout ça, et pouvoir aller au-delà. C'est pour ça que le sport est tellement important au niveau psychique et au niveau mental pour montrer aux gens valides qu'on peut faire du sport
en adaptant la pratique sportive. Je te rejoins, c'est vraiment une mise en mouvement finalement, c'est une mise en action plutôt. Et ça demande une adaptation, que ce soit au niveau du matériel, que ce soit au niveau de l'accompagnement, de l'encadrement. Les professionnels du sport spécialisés, comme il est dit, c'est un ensemble finalement qui permet d'arriver à la fontaine sur le fameux bien-être. C'est pas une seule chose. Moi, j'irais du coup dans l'autre sens et encore un peu plus loin sur le fait que dans le mouvement va vers l'autonomie. Enfin, on a cette notion, cette volonté quand on n'enseigne pas de rendre autonome les bénéficiaires, les pratiquants qu'on accompagne. Donc, ouais, il y a ça fait écho à la notion d'autonomie et du coup, avec les adaptations, on peut rendre les gens plus autonomes dans leur quotidien. Mais qui dit adaptation, le coût est très élevé quand c'est du matériel pour personnes en situation de handicap. Les prix ils sont pharaoniques. Effectivement, on parlait du coût économique pour s'inscrire dans le mouvement et également dans le champ de handicap physique. Le mouvement peut être aussi entraîner une certaine charge mentale. J'entends par exemple pour préparer un voyage. Si on prend l'exemple pour vous de venir ici aujourd'hui parmi nous, Cyril, c'est vrai que le mouvement parfois peut être rendu complexe. Par exemple, pour venir jusqu'ici, il fallait que je m'y prenne à partir du 7 août. Ouais. Donc, c'est hyper chronométré. Hein. C'est pour ça que quand on dit vous pouvez partir en vacances, ben, nous, il faut anticiper vraiment en amont. D'une part, il faut avoir le lieu accessible, la salle de bain adaptée, donc tout est une gestion du quotidien. Même quand on est à mon domicile, c'est du quotidien, il faut que ce soit tout adapté. Bon, il y a des trucs que je ne peux pas faire, je suis dépendant d'une tierce personne. Et voilà, justement, quand on parle de mouvement, il y a des adaptations matérielles, physiques, tout au long. Il y a aussi les gens, personnes physiques, qui peuvent aider, qui peuvent adapter, aider à réaliser le mouvement. Et par exemple, pour avoir les aides humaines, on a la MDPH dans la main, mais c'est la plus difficile hein, pour obtenir les aides humaines. Parce qu'il faut remplir des cases. Vraiment cette notion de charge finalement au quotidien. Donc le mouvement, ça va vous apporter, on l'a vu, de gagner en autonomie, éventuellement aussi d'acquérir des compétences et à la fois, comme je Katharina, ça demande beaucoup d'adaptation. Et puis vous, dans votre quotidien, finalement, c'est énormément d'anticipation. Ah oui. On a vu pour venir ici, il faut y penser 2 mois à l'avance. Si je vous propose un restaurant dans une semaine, on n'y arrivera pas. Et c'est ça que je trouve dommage, Ouais. que on ne peut pas se dire oh, dans 2 minutes, on va aller manger un morceau. Ouais. Et ça, je trouve que c'est dommage parce qu'on est des citoyens comme tout le monde, malgré le handicap. Quand je dis handicap, j'englobe tout type d'handicap, hein. Que ce soit psychique, mental, sensoriel, malvoyant ou non-voyant. Il ne faut pas les oublier. C'est important, effectivement, on parle assez peu du handicap invisible. Et, il y a une réelle souffrance pourtant de ces personnes-là où, comme toi, finalement, le quotidien n'est pas forcément adapté. Et c'est un travail constant, ça demande énormément de ressources. Finalement, Donc là,
cet été, bon, j'ai accompagné une personne qui a un handicap invisible. Donc, pour la rassurer, je l'ai accompagnée, j'ai fait des démarches devant elle, mais comme elle panique trop vite, je lui ai dit, t'inquiète pas, je gère tout. Pas trop qu'elle panique. Parce qu'effectivement, le handicap physique, le handicap invisible, pardon, de son caractère invisible, va pouvoir amener parfois à des situations particulières, totalement inconfortables pour la personne en souffrance. Et également, vous m'aviez évoqué, Céline, les personnes aussi qui ont été accidentées, qui doivent se réadapter. Finalement, on se retrouve encore dans cette idée d'adaptation au bouleversement que subir. Et là, pour les accidentés de la route, les accidentés de la vie ou les accidentés du coronavirus, parce que le coronavirus long peut migrer au niveau du cerveau. Donc, pour cette personne, il faut qu'elle raconte tout comme un bébé. De son quotidien, tout ça. Et ça, il faut être très patient. Et c'est pour ça que faire du sport, ça permet, pendant le temps de la pratique, elle pense plus à ces difficultés du quotidien. Vraiment une parenthèse. Voilà. La charge sociale au quotidien et un peu mis de côté pour plus s'engager dans un sport finalement qui lui plairait. Oui. On va retrouver finalement donc, la grande difficulté, la grande charge que peut entraîner le handicap quand on va vouloir s'inscrire dans le mouvement et à la fois le fait de perdre les bénéfices que ça peut apporter. On a nommé le fait d'être autonome, le fait de gagner en compétences et aussi un petit peu de s'évader finalement le temps de cette activité. Et alors justement, on le voit en psychologie comme théorie postule que le bien-être finalement serait atteint par les individus lorsque trois besoins psychologiques fondamentaux vont être satisfaits, à savoir l'autonomie, le sentiment d'être compétent, donc éventuellement de faire dans l'activité, de parvenir à réaliser cette activité. Et le troisième besoin va être aussi celui de se sentir affilié avec d'autres personnes. Et effectivement, là, dans la situation, pour apporter finalement cette personne que vous avez accompagnée, qui a exprimé des appréhensions, donc là, on retrouve cette notion de lien et aussi dans le mouvement. Vous avez pu rencontrer de nouvelles personnes. Bah, souvent, je rencontre des nouvelles personnes dans mon club de tennis de table. C'est un club Valais qui s'est affilié à 3 fédérations, le sport adapté, le, comment, euh, le handisport, merci, et la FTT, c'est le tennis, la ligue de tennis de table. C'est une structure qui est vraiment adaptée pour proposer. En fait, le club de tennis de table où je fais partie, ils ont ouvert une section handisport et une section pour le sport adapté. C'est comme ça que l'entraîneur de l'ORTPO peut encadrer Lucas Créange pour l'accompagner dans ses compétitions de haut niveau. C'est pour ça qu'il est suivi au niveau psychologique. Parce que pour lui, je l'ai déjà vu, il perd tous ses moyens s'il est mené d'un coin ou il perd vite ses repères. Donc, il faut vraiment le calmer et encore une fois, je le répète, mais rentrer dans le cerveau des personnes en situation de handicap, que ce soit physique ou mental.
Bonjour pour notre public. Céline, si vous pouvez nous passer le cas. Donc, Lucas Créange, c'est un sportif de haut niveau qui fait du tennis de table. Donc, il a fait les Jeux de Rio, les Jeux de Tokyo. Il a remporté la médaille de bronze et là, il a fait les Jeux de Paris 2024. Il est rentré en quart de finale et malheureusement, il s'est fait éliminer dès sa rentrée en compétition. Oui, ça m'envoie un parcours incroyable dans ta discipline. Oui, Ouais. parce qu'il a été plusieurs fois champion d'Europe, champion du monde. Et il est quatrième meilleur joueur du monde. C'est pas et justement, vous disiez tout à l'heure, cette personne que vous dites père témoignage, il était important que les personnes qui l'encadrent puissent se mettre à sa place. Et justement, aussi en écho à ce qu'on disait au début de cette table ronde, ces dernières années, le gouvernement a vraiment exprimé une volonté de rendre des structures plus inclusives. Alors, ça peut être à l'école, vraiment, à ce que des élèves au développement, qu'on appelle versus atypique, puissent apprendre ensemble. On l'avait aussi dans des contextes professionnels, à la création de postes destinés justement à des personnes qui se présentent d'un handicap, quel qu'il soit bien certain, mais aussi dans le sport. Alors, derrière, l'attention semble tout à fait louable, mais on peut se questionner finalement, est-ce que c'est vraiment adapté à la réalité de vouloir que tout le monde soit réuni, tout le monde s'inscrive dans une même activité, malgré les handicaps au nom de chacun. De mon point de vue, je travaille à la fois dans le médico-social et au niveau sportif, également à la Fédération française de sport adapté, donc doué et qui est une fédération en fait, qui accompagne les personnes plus avec des troubles psychiques ou déficience intellectuelle. On peut être assez mitigé en fait par la notion d'inclusion. Alors, il y a cette volonté finalement de partager ensemble une activité physique ou sportive où on met de côté les différences telles qu'elles soient. Mais le retour que nous font, que nous fait les sportifs à campagne, et ce que j'ai pu voir aussi, c'est que ça peut mettre en lumière finalement leur handicap et leurs difficultés. Parce qu'ils vont être face finalement à des personnes du milieu ordinaire, des adultes qui n'ont qu'une difficulté. Et finalement, il y a un côté un peu délétère. Alors, c'est pas systématique, il y a aussi énormément de positifs dans le fait de permettre aux personnes valides de se rendre compte finalement des différents handicaps qui existent, de permettre finalement dans une rencontre qui peut être positive pour les personnes. Et c'est important de prendre conscience finalement que tout n'est pas uniquement positif et que derrière cette idée qui paraît très bien, finalement, il y a des précautions à avoir et être vraiment aux côtés des personnes en situation de handicap pour voir justement où sont les limites finalement Ouais, moi, là, dans ma pratique professionnelle, c'est vrai que j'accompagne les jeunes de 18 ans et j'ai accompagné des adultes aussi en psychique. Et ils sont rassurés quand ils sont dans un contexte où ils savent qu'ils vont partager l'activité avec des personnes qui partagent leurs douleurs, qui connaissent leurs difficultés, leur limitation aussi, etc. Donc, l'inclusion, elle fonctionne aussi, j'ai plus remarqué avec les enfants et les jeunes, euh, quand on est avec des jeunes qui se font plus socialement aussi, c'est plus facile de faire de l'inclusion avec eux. Mais on arrive assez facilement à la limite du handicap et parfois c'est rassurant de pratiquer entre pairs.
Donc, on a un peu cette double facette de l'inclusion. Donc finalement, c'est que si d'une part, ça va permettre une ouverture d'esprit, et peut-être qu'il sera déjà plus favorable chez l'enfant, qui a déjà peut-être moins de barrières, finalement, moins de préjugés. Et donc, ça va servir à ce que vous évoquiez tout à l'heure, Cyril, de permettre aux gens qui mettent à la place d'eux, peut-être de mieux comprendre. D'un autre côté, on voit comment aussi, finalement, ça va confronter les personnes en situation de handicap aux limites, elles peuvent rencontrer des faits, justement, de ce handicap, et à ce moment-là, ça va poser les terres. Cyril, vous, comment vous le vivez? C'est surtout quand on arrive vers l'adolescence, c'est le regard insistant des personnes. Ils vous regardent de la tête au pied. Bon, arriver à cet âge-là, c'était quand même difficile. Parce que je suis quand même différent que les gens valides. Bon, maintenant, pour moi, on est tous des humains. Mais quand on est adolescent, il y a quand même le regard des autres et fixé, et ça, c'est un peu gênant. Finalement, ça, le fait d'être tous ensemble, à l'adolescence, vous l'avez mal vécu. Oui, Ouais, c'est délicat le regard. oui, Ouais. Et puis, au fur et à mesure, dans le temps, parce qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, tu joues avec des personnes valides. oui, Au ping-pong, comment ça peut aujourd'hui? très bien. Très bien, ouais. Et là, au mois de décembre, je vais faire le tournoi des familles qui est organisé par mon club de l'Olympique Rémois de tennis de table, et je le fais avec Invalide. D'accord. Et on a déjà remporté ce tournoi. Et ce jour-là, en 3 heures, on avait fait 12 matchs. Le soir, ça doit être extinction des peuples, plutôt après le jour le Non, parce qu'on a l'adrénaline qui est au max. Donc, il faut que ça redescende. Donc, il faut au moins 1 heure et demie. D'accord. Ok, alors, là, vous avez des journées riches. Pour ces résultats. Et est-ce que lorsque tu vas jouer avec des personnes valides ou invalides, toi, ça va être différent dans l'échange, dans le moment que tu partages? Je préfère jouer avec des valides. Pourquoi? C'est pour me permettre d'augmenter mon niveau de jeu et de travailler les réflexes, la rapidité, toujours à fond. Il faut donner à 100% du premier point au dernier point. Et pour vous dire, je tiens la raquette et la balle dans la même main. Et il faut que la balle touche pas la raquette quand je sers. Sinon, le point il est à l'adversaire. Ça m'a demandé beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup d'heures de panier avec l'entraînement. Donc finalement, je te retrouve avec des personnes qui viennent en handicap, ça va peut-être être plus rassurant, tu vas te sentir davantage compris, et à la fois être confronté à des personnes qui n'en ont pas, ça va te permettre, toi, de repousser les limites. Ah oui. Ouais, Moi, je vise toujours toujours. toujours le plus haut possible. Et c'est pour ça que j'ai un mental d'acier. Et dû à mes aventures d'avant, j'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai dû affronter beaucoup d'interventions. Donc j'ai pu travailler le mental sur ça. Donc c'est pour ça que mon mental, il est, pour moi, il joue à 100%, voire à 200%. En ce moment, on ne sait pas ce que j'ai un problème au bras gauche et j'arrive, pour atténuer la douleur au bras gauche, de mettre en route de l'endorphine au niveau du cerveau et je l'emmène jusqu'à l'endroit où j'ai mal,
Comme ça, je peux utiliser le bras que j'ai. Comme ça, j'ai moins mal au moment que j'appuie sur le bras. C'est un peu de la topologie. Et c'est pour ça que je me répète, le mental, il est extrêmement très important pour ma part. L'inclusion, ça fonctionne selon les objectifs qu'on a aussi. C'est-à-dire Ouais. que tu as un objectif de performance, de t'améliorer. Donc, là, le fait de partager du coup, des échanges avec des tables, avec quelqu'un de valide, ça t'aide à t'améliorer. Moi, je sais quand je fais de la marche nordique, je fais du cross-training, donc c'est des pratiques où les gens viennent sans volonté de performer dans l'activité, mais juste de se voilà, de se vider la tête. Donc, ils aiment bien être, ils apprécient la vie, être entre eux et pouvoir discuter, partager des idées communes. Donc, ça dépend aussi peut-être des objectifs. Je pense qu'il y a certains handicaps, dans handicapés, ils aiment rester entre eux parce qu'ils se sentent en sécurité, je pense. Je parle sous votre contrôle. C'est vrai que c'est sécurisant parfois d'être ensemble et de vivre plus ou moins les mêmes expériences de vie. Ouais, il y a cette notion de sécurité. La notion d'être compris, finalement. Il n'y a pas de barrière là. Donc, ils se sentent vraiment en totale sécurité, même avec leur accompagnateur et tout ça. Aux échanges, finalement, c'est vrai que si l'inclusion, ça peut vraiment être très favorable à l'ouverture d'esprit, la tolérance, on voit finalement comment ça va fonctionner au cas par cas et en fonction, comme on est justement dans le cadre civil, des objectifs finalement individuels et des enjeux à faire une activité physique. Et on a évoqué justement en parlant d'inclusion, Céline qui est venue sur la période de l'adolescence, voulait justement savoir comment si il y a eu des périodes de vie qui ont été plus délicates que d'autres et comment dans ces moments, eh bien, le mouvement a pu être favorable à la santé. C'est surtout pendant l'adolescence, c'était difficile. D'une part, c'est le regard. Ouais. D'autre part, j'ai enchaîné des interventions chirurgicales sans arrêt. Donc, c'est comme ça que je me suis formé un mental d'acier. Comment tu as soutenu dans toutes ces périodes difficiles? Dans quel sens Dans l'adolescence, est-ce que le mouvement a joué un rôle? Dans les interventions, j'imagine qu'il y a eu des temps de convalescence qui ont semblé parfois longs, avec beaucoup d'appréhension sur l'issue. Est-ce que En fait, à chaque fois, on me disait qu'on avait pour 30 ans, manque de peau, c'était beaucoup plus long. L'avant-dernière intervention, on m'avait dit que j'en avais pour 15 jours, j'en ai eu pour 7 mois. Donc là, il faut avoir un sacré mental. Est-ce que le sport, le petit Benjamin peut-être reprendre le tennis, c'est quelque chose qui a motivé Pour l'avant-dernière intervention, pour reprendre le sport, il fallait que j'attende 1 an. Parce que j'avais des difficultés, j'arrivais pas. C'était plus important que prévu. Et là, bon, ça remonte en 2020. Je me suis fait une triple fracture du doigt plus une luxation. Et là, le médecin m'a interdit de sport pendant 1 an. Donc, j'avais pas le droit
au tennis de table. Mais j'allais quand même voir mes managers parce que moi, je suis un avantage quand je fais pas de sport. Voir le fait de voir les coéquipiers d'entraînement, d'être présent aux entraînements, même quand D'échanger, voilà. ça a permis finalement de s'économiser d'une autre manière, la physique. Oui, absolument, ouais, de s'inscrire dans un mouvement et que le mouvement vers les autres, Ouais. pardon, vous Et moi, c'était plus fort que moi. J'étais obligé de dire aux joueurs, fais ça comme ci, comme ça. Et mon entraîneur, il disait, toi, tu pourrais entraîner dans n'importe quel domaine au niveau du sport. Moi, je regarde du sport à la télé, je le cope, je commente les matchs. Hein. Justement, Katharina, elle dit comment on peut faire pour, dans ces périodes de vie, alors qu'elles soient du fait de la vie, l'adolescence, etc., ou du fait des événements, on parlait notamment des opérations de l'OCD, comment on peut faire pour accompagner la personne dans ces périodes qui peuvent être particulièrement difficiles d'un point de vue psychologique. C'est assez varié finalement en fonction de la personne, de son stade de vie aussi, de son âge, des objectifs qui sont aussi après, une reprise de sportive, ou pas, enfin, dans quelles conditions c'est aussi possible. Au niveau vraiment de l'accompagnement psychologique, il y a déjà l'aide à la mise en mots finalement de ce qui est vécu, de ce qui a été vécu, c'est-à-dire les conditions qui ont amené finalement à cet arrêt de la pratique peut être vécu de manière très violente, même si pour les personnes autour, hein, il n'y a rien de violent, donc toute la subjectivité finalement de la personne et de l'importance finalement de donner de la place et de l'importance à ce qui a été vécu. Différentes choses peuvent être mises en place, mais c'est vrai que ce que tu dis, dans le fait d'être besoin d'aller voir les autres s'entraîner, ça peut être concilié finalement. C'est même pas être dans une rupture finalement du lien social, même si on ne peut pas pratiquer pendant certaines périodes. Ça fait du bien finalement de retourner voir ses collègues, ses camarades d'entraînement, ses coéquipiers, pouvoir discuter avec. Et du point de vue mental aussi, finalement, le fait de voir les matchs, c'est un peu comme si on y va aussi un peu, quoi. Ça permet de s'évader. Et bon, après, en parallèle, il y a tout l'accompagnement, si nécessaire, de méditer un peu, puis aider, des ateliers qui peuvent être mis en place, la sophrologie aussi. Mais c'est pas permis à tout le monde de le faire, ça. Parce qu'il faut avoir une sacrée force de caractère. Et je pense que je rejoins Katharina, je pense que ça dépend des personnes. Il y en a qui vont avoir plus de mal si il faut qu'ils affrontent des difficultés. Pour eux, ça va être plus compliqué. Donc là, il faut un travail en amont pour l'amener au point X. Finalement, ce serait travailler sur des pensées limitantes, peut-être accompagner la personne à explorer un peu cette activité, en accompagnement, comment ça peut se traduire. Alors, que ce soit justement la période de l'adolescence ou même après, mais l'écoute, c'est très très important. Dans la démarche psychologique, je pense, l'accompagnement psychologique, il y a une grande partie d'écoute. Autant aussi dans l'accompagnement en activité physique. C'est de comprendre et d'adapter. Alors, c'est sûr que le médecin me dit pas de sport pendant un an, pas de sport pendant un an. Mais voilà, là, dans le domaine de l'activité physique, de ça va être des dates d'utilisation.
aller chercher les ressources Ouais, c'est ça. de la personne et l'aider à développer. Et aller à son rythme, surtout. Ça, c'est important. Parce qu'il ne faut pas l'emmener en échec. Oui. Sinon, vous braquez la personne et après, vous en tirez plus rien. Donc, c'est pour ça que moi, en comment je travaille sur un projet d'une grande ambition, c'est de créer mon propre club de foot fauteuil. Et je sais déjà les schémas de jeu que je vais mettre en place et je m'adapterai à chaque joueur de leur capacité ou non. Et pour les emmener, il faudra que je m'entoure d'un psychologue au niveau du sport et mental. On travaille en collaboration, tout ça, et pas l'emmener dans un mur. Et pour m'aider à voir comment il travaille ou tout, j'ai anticipé, je mettrai en dessous de l'assise du fauteuil un traceur GPS. C'est pour voir son temps de réaction et comment, sa façon de placement sur le terrain. Et L'analyse du jeu. voilà. La réussite aussi dans ce projet, c'est qui est pas ambitieux, effectivement. Mais, en tout cas, c'est un très beau projet. Et là, l'horloge tourne, on arrive au terme de cette table ronde. Donc, beaucoup de choses ont été dites. Alors, si j'essaye de résumer, finalement, le handicap, alors dans notre cas, le handicap physique, on voit comme il y en a autant qu'il y a d'individus, comme finalement chaque personne a ses propres besoins et on peut l'accompagner de façon individuelle pour aller explorer, s'inscrire dans une forme de mouvement. Alors, on a beaucoup parlé du sport, et ça peut être rien que le fait d'aller vers de nouvelles personnes. Ouais, et donc on l'a vu comme c'est important d'être accompagné pour gagner en autonomie, pour faire gagner en compétences, mais aussi l'importance finalement du lien social à maintenir. Et donner confiance à la personne aussi. Surtout confiance en elle. Très important. Est-ce que dans le public, quelqu'un aurait des questions sur ce qu'on a dit, monsieur? Le public que vous côtoyez, c'est des personnes handicapées qui sont une pratique sportive. Mais est-ce que vous avez des outils pour aller chercher des personnes qui s'auto-excluent, qui sont handicapées, qui se disent j'arriverai pas, c'est pas pour moi, que ce soit un handicap physique ou moteur? Parce que même si les Jeux Olympiques peuvent être un moment où on a envie d'essayer, mais ça reste quand même des athlètes. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent rester cotés. Et je ne sais pas si vous allez les voir ou est-ce que. Donc, c'est surtout bon, pour la pratique sportive au niveau de la fédération handisport. On nous dit, faites du sport, ok, mais il faut avoir les fonds qui suivent. Je vais vous donner un exemple tout bête. Le fauteuil de foot fauteuil, il vient des États-Unis. Vous savez combien il coûte? 12 500 euros. Donc, la personne, elle peut en faire, mais il faut adapter le fauteuil à la morphologie du genre. Ce fauteuil-là, il peut être adapté à la morphologie du joueur. Qui dit adapté, dit un coût supplémentaire. Donc, il faut trouver des sponsors privés. Comme en ce moment, vu la conjoncture des structures politiques, il faut trouver des sponsors privés. Alors, quand on me dit, ah, faites du sport, ok, mais il faut avoir les fonds. La partie financière est extrêmement importante. Pour répondre à votre question, je pense que les moments comme aujourd'hui, finalement, permettent à
meilleure visibilité, notamment de la Fédération française de sport adapté, qui a été mise en lumière lors des Jeux paralympiques là cet été, notamment grâce à une athlète d'athlétisme qui a eu une médaille d'argent et qui a pu exprimer finalement les difficultés qu'elle avait eues au niveau scolaire, harcèlement. Et finalement, c'est une personne qui veut promouvoir finalement la possibilité et la facilité d'accès du sport, finalement, peu importe ce que peuvent dire les gens. C'est vrai que dans le médico-social où je travaille, le sport prend une place importante et on motive finalement, on essaye à toute personne de leur proposer une activité physique diverse. En fait, je pense que l'enjeu, il est dans le fait de ne pas rester bloqué sur une mauvaise expérience d'une activité physique. En fait, il faut trouver finalement l'activité physique ou sportive qui nous plaît. C'est chercher finalement jusqu'à trouver le sport, peut-être aussi la personne, l'encadrante formée, qui va me donner aussi ce petit coup de motivation qui va être intéressant. Mais à mon niveau, finalement, effectivement, il y a besoin de plus de visibilité encore. C'est pas assez. Et de différencier finalement que sport veut dire forcément performance ou compétition ou autre, mais qu'en fait, uniquement dans l'effet de tout plaisir, d'aimer être avec les autres personnes, de s'amuser. Ce qui est important, c'est de dédramatiser tout le côté sport, performance, etc. Et de se dire, je peux faire de l'activité physique, j'ai le droit de ne pas en faire pendant une semaine et de reprendre la semaine d'après. Mais c'est pas grave, et c'est ok. On va comme ça, et dans son quotidien, on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. C'est comme ça qu'on arrive à toucher les gens aussi. Et à les faire adhérer à l'activité physique, surtout quand ils sont éloignés, que ça leur parle pas trop. Et surtout, avant de penser à la compète, il faut penser au loisir. Hein. Ça, c'est important. Surtout pour avoir un équilibre mental et psychique avant de penser à la compète. Les gens qui s'amusent, c'est déjà bien. Merci beaucoup.